Vous avez vu que ça y est, l'intérieur de Notre-Dame de Paris, entièrement rénové. Ça y est, c'est arrivé. Alors, réouverture le 7 décembre. Et malheureusement, le pape ne viendra pas parce qu'on sait qu'il va en Corse, tout simplement parce qu'il n'aime pas beaucoup Monseigneur Ulrich. Ah ouais. C'est très personnel, c'est un conflit personnel. D'accord, c'est important de le signaler. Vous avez vu, Bernard Montiel a bien fait. Tu vois j'adore, bah voilà. Ah oui, oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il est là aussi. On va parler maintenant de cette image blocage, incendie, manifestation, la colère des agriculteurs. Regardez. Jordan Bardella, justement, je vais vous faire réagir là-dessus. On a l'impression que les agriculteurs, ça fait des années que ça dure, des années qu'ils mettent en garde tous les gouvernements, et à chaque fois, on a l'impression qu'ils se font embrouiller, et on voit qu'ils ne se battent pas avec les mêmes armes que les autres, et que forcément, ça va être compliqué pour eux. À ce rythme-là, dans 10 ans, il n'y a plus un agriculteur. Non mais c'est pas tout est fait pour les embrouiller. En fait, on veut tuer l'agriculture. Tout est fait pour mettre nos agriculteurs dans les rues. Voilà, tout est fait pour mettre nos agriculteurs, et j'en parle longuement dans le livre, parce qu'en fait, l'agriculture, c'est une part de nous-mêmes. Si, dans les 10 prochaines années, il y a un agriculteur sur 2 qui va arriver en retraite. On a déjà perdu 100 000 exploitations agricoles ces 10 dernières années, et les choix qu'on va faire, là, en ce moment même, au moment où on se parle, notamment avec le Mercosur et l'accord de libre-échange avec l'Amérique latine, vont déterminer si oui ou non on gardera des exploitations agricoles. Donc il faut se battre pour sauver nos agriculteurs. Moi je le fais au Parlement européen, il y a beaucoup de problèmes. Il y a le problème de l'écologie punitive et de la multiplication de normes environnementales qui sont imposées aux agriculteurs français et qui ne sont pas imposées aux produits qu'on fait venir dans le marché commun et qui évidemment créent une concurrence déloyale. Il y a la question du prix. Il y a des lois qui ont été votées, notamment les lois Egalim. Ces lois ne sont pas appliquées et ils ont évidemment un fardeau de normes et de complexité administrative qui fait qu'aujourd'hui, les agriculteurs ne vivent pas de leur travail, ils survivent. Et je pense, encore une fois, que ce n'est pas une fatalité, mais que tant qu'on ne décidera pas de sortir l'agriculture des accords de libre-échange, de faire du patriotisme économique et de faire ce que font toutes les grandes puissances, à savoir protéger nos intérêts d'abord, alors ces problématiques ne seront pas traitées, bien sûr. Alors, moi, ça me rend fou ce qui se passe au niveau des agriculteurs. Et que ça fait combien d'années qu'ils nous mettent en garde? J'avais reçu des agriculteurs. Je démarrais l'émission, j'avais déjà des agriculteurs qui me disaient il y a urgence et on va pas s'en sortir. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on a l'impression que voilà, je vous dis, qu'on veut tuer l'agriculture. C'est devenu insupportable. Moi, les voir comme ça me rend fou. Oui, Géraldine. Oui, je vous écoute, mais moi, en tant que consommatrice, je ne comprends pas. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est une chance pour les agriculteurs ou au contraire un poison? Et deuxièmement, moi, en tant que consommatrice, quand je vais dans mon supermarché, et tout ça, en quoi je peux être vertueuse pour mes agriculteurs? Parce qu'à chaque fois, effectivement, on dit c'est un scandale, mais moi, en quoi j'achète, par exemple, des choses qui sont made in France? Je ne sais pas, en fait, il n'y a pas de traçabilité. Alors, j'achète des fruits, j'achète des légumes, on le sait, mais pas toujours. Les produits transformés, on ne comprend rien, et j'ai l'impression qu'en fait, même à titre individuel, on n'arrive pas, ne serait-ce qu'à avoir une sorte de cercle vertueux pour aider nos agriculteurs. Mais parce que l'Union européenne veut tuer l'agriculture. Et dans les accords de libre-échange, pour permettre à l'Allemagne d'exporter des Mercedes et d'exporter des voitures, on sacrifie l'agriculture française. Là, il se trouve qu'on est une très grande puissance agricole. Le Mercosur, l'accord de libre-échange qui est censé entrer en vigueur, en tout cas être conclu lors du sommet de G20, je crois, à Rio dans quelques jours, vise précisément à ouvrir nos marchés au bœuf aux hormones brésiliens, au poulet aux antibiotiques brésiliens, et faire venir des produits sur nos étalages et dans nos marchés qui respectent aucun des standards qu'on impose à nos agriculteurs et qui surtout sont extrêmement dangereux pour la santé des Français. Donc moi je pense qu'il faut évidemment se mobiliser contre cet accord de libre-échange, mais il y en a eu avant lui des dizaines d'accords de libre-échange. Donc il y a ce qu'on appelle le pacte vert. Le pacte vert qui a été porté par les macronistes pendant 5 ans au Parlement européen. Il y a des études qui ont été faites, notamment par le département d'État américain, et ils disent clairement que la déclinaison agricole du pacte vert, ce qu'on appelle la stratégie de la ferme à la fourchette, elle prévoit précisément dans les 20 prochaines années une baisse de 15 à 20% du nombre de cheptels. Si on se laisse imposer ces normes, ces réductions drastiques dans les moyens de produire pour nos agriculteurs, alors il y aura plus d'agriculteurs. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont descendus dans les rues au mois de janvier, il y a même pas un an, pour poser sur la table tous ces problèmes extrêmement concrets. Ils n'ont pas été traités. Et donc là, je crains qu'on aille vers des temps très difficiles. Et moi, j'essaie de faire comprendre dans le livre combien l'agriculture,
ça a façonné l'histoire de France. Je veux dire, avoir une autonomie alimentaire, être capable, avec notre propre marché intérieur, nos propres filières, de nourrir la population française, dans un monde en crise, c'est un outil de souveraineté, de liberté et d'indépendance absolument fondamental. En troisième image du jour, il y a après Sciences Po Paris, c'est l'Université Strasbourg qui interdit une conférence avec Rima Hassan, Gilles Verdet. Oui, pour risque de trouble à l'ordre public. Oui. C'est ce qui s'était passé à Paris, à Strasbourg. Alors, elle... Vous êtes d'accord avec la décision? Non, pas du tout. Ah. Bah non, pas du M'en tout. doutais, Elle a quand même le droit de... Elle est élue, elle a quand même le droit de s'exprimer. Si à chaque fois qu'elle veut s'exprimer, on invoque un trouble à l'ordre public, on la bâillonne. Et je suis contre le fait de bâillonner une élue. Jordan Bardella. Alors, je suis toujours très embêté avec ces histoires d'interdiction. Parce que moi, je pense que les excès de la liberté sont toujours moins graves que les abus de la censure. Et je pense que des idées, on n'étouffe pas des idées. Rima Hassan porte les pires idées qui soient pour moi. Je veux dire, je pense qu'elle flirte avec l'antisémitisme dans un certain nombre de ses déclarations. Quand on dit que le Hamas, comme l'ont fait certaines personnalités de la France insoumise, n'est pas un mouvement terroriste, mais un mouvement de résistance, on flirte avec l'idéologie la plus dangereuse et on flirte avec une idéologie qui est une idéologie terroriste. Mais je pense qu'elle doit être, si elle a des propos qui sont inadmissibles, je ne suis pas pour la censure a priori. Je pense qu'elle doit être sanctionnée et qu'on doit engager des procédures s'il y a des propos qui relèvent de l'incitation à la haine. Mais je suis toujours très mal à l'aise dans une démocratie parce que moi, je défends la liberté d'expression et je suis toujours très mal à l'aise avec les interdictions a priori. Vous êtes sur la même ligne que Gilles Verdet. J'ai des principes et je me les applique, y compris à mes pires adversaires politiques. J'essaie de m'y astreindre, mais c'est pas évident parce que, évidemment, les propos sont toujours très, très choquants. Vous savez, la Cour européenne des droits de l'homme, elle définit la liberté d'expression comme étant la possibilité de dire ce qui heurte, choque et blesse. Et je me méfie toujours des atteintes à la liberté d'expression, quelle qu'elle soit. Après avoir menacé un député RN, le député LFI Thomas Porte perdra seulement une partie de son salaire. C'était le 30 octobre, il avait menacé 2 députés RN. Ferme ta gueule toi, on va s'occuper de toi. Faites taire les nazis là-bas, on va s'expliquer dehors, tu vas voir. C'était à Philippe Lotio et c'était incroyable cette scène, on en avait parlé ici. Et donc, la sanction, donc c'est une partie de son salaire, mais il n'est pas mis à pied. Pendant un mois, il perd le quart de son indemnité, 483 €. C'est la deuxième, sur une échelle de 4, c'est la deuxième sanction de l'Assemblée nationale. Alors qu'il est récidiviste en plus, parce qu'il avait déjà... Moi, je vais vous dire, ce qui est fou, d'abord, M. Porte, c'est lui qui a été le fer de lance de la mobilisation pour faire censurer ce livre. Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, il fait un communiqué, il écrit à la SNCF, il mobilise les syndicats. Et donc c'est un petit dictateur qui a fait en sorte que mon livre, qui a tenté de censurer la publicité de ce livre. Moi, quand je vois ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à Emmanuel Macron et à Gabriel Attal, qui ont fait alliance avec ces gens-là au second tour des élections législatives pour m'empêcher, moi, d'accéder à Matignon. Il faut ne jamais oublier que pour priver 11 millions de Français de la possibilité de voir leurs idées représentées au pouvoir, les macronistes, Macron et Attal en tête, ont fait... Jordan, liberté d'expression, tu dis ce que tu veux. On fait alliance avec le pire du pire, quoi. Alors, Bernard Montiel, je crois que sur ça, vous êtes d'accord avec Jordan Bardella. Oui, non, mais tout à fait. Non, mais c'était scandaleux, cette histoire, effectivement. Oui, bien sûr. La sanction, elle est ridicule. C'est-à-dire qu'il ne va pas toucher pendant un mois 1400 €, je crois. Donc, il va lui en rester 5000. Non, mais on ne va pas pleurer pour lui. Et en plus, il est récidiviste, parce que c'est lui qui avait fait le truc avec Olivier Dussopt. Il avait mis sur un pied comme si c'était un ballon. Donc, il est récidiviste. En plus, mais tranquille. Et j'aime bien transposer ça au vrai monde de l'entreprise. Vous croyez qu'un salarié qui menace ses collègues, il est comme ça, il a une petite amende. On le vire direct. On a pris 3,5 millions d'euros d'amende avec la séquence avec Louis Boyard. Et c'était moins violent que ce qui vient de dire là. C'est des gens indignes. C'est scandaleux, ce Parlement. Quand on vous voit à l'Assemblée, enfin pas vous personnellement, pas toi, mais quand on voit les réactions qu'ils ont, c'est incroyable. C'est n'importe quoi. Ça permet de protéger beaucoup mieux nos concitoyens. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, souhaite armer tous les policiers municipaux. Vous êtes d'accord avec lui ? Oui, enfin, c'est les maires qui décident de l'armement des polices municipales. Moi, ce qui me gêne, c'est que M. Retailleau, qui je pense est quelqu'un de sincère, fait beaucoup de déclarations, mais ils n'ont pas de majorité pour agir. Donc, tout ça est très bien, les gens sont d'accord. Mais le problème, c'est qu'on a un gouvernement là qui n'a pas de légitimité démocratique, parce qu'on a des gens qui ont fait 5% aux élections qui se retrouvent en capacité de gouverner. On n'a jamais vu ça dans aucune démocratie. Le parti qui arrive dernier aux élections est en charge de la politique de la nation. Et ils n'ont pas de majorité parlementaire. Donc, puis il y a une duperie aussi, parce que moi, il y a quelques jours, à l'Assemblée nationale, avec nos députés, on a proposé notamment l'expulsion systématique des délinquants et criminels étrangers. Je ne sais pas s'il y a des Français qui sont en désaccord avec ça, mais
Je trouve rien d'extrémiste là-dedans. Ça me semble être un principe de bon sens. Et les soutiens de M. Retailleau à l'Assemblée nationale s'y sont opposés. Donc il y a le discours, il y a les actes et il y a quand même une petite différence. Non, mais là, tu es d'accord, forcément. Bien sûr qu'il est d'accord. Non, mais ça, nous, on défend ça depuis 15 ans, l'armement des polices municipales. Je pense qu'à Patrick partir du Balkany moment, je vais vous dire, et notamment face aux trafiquants de drogue ou notamment face au terrorisme, quand on représente la République, quand on a un uniforme avec marqué police, les gens qui sont en face ne font pas la différence s'il y a marqué police nationale ou s'il y a marqué police municipale. Tout à fait. Le gyrophare, il est bleu pareil. Hein. Ouais. Il a raison. Là-dessus, il a raison. Tu peux pas dire à quelqu'un, monte dans une voiture de course, va faire la course. Par contre, je t'ai pas mis d'essence. Essaye de gagner. Tu pourras jamais y arriver. Si tu habilles des mecs avec des gilets pare-balles, avec marqué police, une casquette police, et que par contre, on va te donner des pistolets à eau, ça marchera jamais.